Leatherhead est à environ 12 miles de Maybury Hill. L'odeur des foins emplissait l'air, au long des grasses prairies au-delà de Pyford, et de chaque côté, les haies étaient revêtues de la douceur et de la gaieté de multitudes d'aubépines. La sourde canonnade qui avait éclaté tandis que nous descendions la route de Maybury avait cessé aussi brusquement qu'elle avait commencé, laissant le crépuscule paisible et calme. Nous arrivâmes sans mésaventure à Leatherhead vers 9 heures, et le cheval eut 1 heure de repos, tandis que je soupais avec mes cousins et recommandais ma femme à leurs soins. Pendant tout le voyage, ma femme était restée silencieuse et elle semblait encore tourmentée de mauvais pressentiments. Je m'efforçais de la rassurer, insistant sur le fait que les Martiens étaient retenus de leurs troupes à leur excessive pesanteur, qu'ils ne pourraient, à tout prendre, que se glisser à quelques pas à l'entour de leur cylindre, mais elle ne répondit que par monosyllabes. Si ce n'avait été ma promesse à l'hôtelier, elle m'aurait, je crois, supplié de demeurer à Leatherhead cette nuit-là. Que ne l'ai-je donc fait? Son visage, je me souviens, était affreusement pâle quand nous nous séparâmes. Pour ma part, j'avais été toute la journée fébrilement surexcité. Quelque chose d'assez semblable à de la fièvre guerrière, qui à l'occasion s'empare de toute une communauté civilisée, me courait dans le sang, et au fond, je n'étais pas autrement fâché d'avoir à retourner à Maybury ce soir-là. Je craignais même que cette fusillade que j'avais entendue n'ait été le dernier signe de l'extermination des Martiens. Je ne peux exprimer mieux mon état d'esprit qu'en disant que j'éprouvais l'irrésistible envie d'assister à la curée. Il était presque 11 heures quand je me mis en route. La nuit était exceptionnellement obscure. Sortant de l'antichambre éclairée, elle me parut même absolument noire, et il faisait aussi chaud et aussi lourd que dans la journée. Au-dessus de ma tête, les nuages passaient, rapides. Encore qu'aucune brise n'agita les arbustes d'alentour. Le domestique alluma les 2 lanternes. Heureusement, la route m'était très familière. Ma femme resta debout dans la clarté du seuil et me suivit du regard jusqu'à ce que je fusse installé dans le dog-cart. Tout à coup, elle rentra, laissant là mes cousins qui me souhaitaient bon retour. Je me sentis d'abord quelque peu déprimé à la contagion des craintes de ma femme, mais très vite mes pensées revinrent aux Martiens. À ce moment, j'étais absolument ignorant du résultat de la lutte de la soirée. Je ne savais même rien des circonstances qui avaient précipité le conflit. Comme je traversais Occam, car au lieu de revenir par Sand et Old Woking, j'avais pris cette autre route. Je vis au bord de l'horizon, à l'ouest, des reflets d'un rouge sang qui, à mesure que j'approchais, montèrent lentement dans le ciel. Les nuages d'un orage menaçant s'amoncelaient et se mêlaient aux masses de fumée noire et rougeâtre. La grande rue de Ripley était déserte, et à part 1 ou 2 fenêtres éclairées, le village n'indiquait aucun autre signe de vie, mais je faillis causer un accident au coin de la rue de Pyford, où un groupe de gens se trouvait, me tournant le dos. Ils ne m'adressèrent pas la parole quand je passais, et je ne pus par conséquent savoir s'ils connaissaient les événements qui se produisaient au-delà de la colline, si les maisons étaient désertées et vides, si des gens y dormaient tranquillement, ou si, harassés, ils épiaient les terreurs de la nuit. De Ripley jusqu'à Pyford, il me fallait traverser un vallon, du fond duquel je ne pouvais apercevoir les reflets de l'incendie. Comme j'arrivais en haut de la côte après l'église de Pyford, les lueurs reparurent et les arbres furent agités des premiers frémissements de l'orage. J'entendis alors minuit sonner derrière moi au clocher de Pyford, puis la silhouette des coteaux de Maybury avec leurs cimes de toits et d'arbres se détacha noire et nette contre le ciel rouge. Au même moment, une sinistre lueur verdâtre éclaira la route devant moi, laissant voir dans la distance les bois d'Addlestone. Le cheval donna une secousse aux rênes. Je vis les nuages rapides percés, pour ainsi dire, par un ruban de flammes vertes qui illumina soudain leur confusion et vint tomber au milieu des champs à ma gauche. C'était le 3e projectile. Immédiatement après sa chute, et d'un violet aveuglant par contraste, le premier éclair de l'orage menaçant dansa dans le ciel, et le tonnerre retentit longuement au-dessus de ma tête. Le cheval prit le mors aux dents et s'emballa. Une pente modérée descend jusqu'au pied de la colline de Maybury, et nous la descendîmes à une vitesse vertigineuse.
Une fois que les éclairs eurent commencé, ils se succédèrent avec une rapidité inimaginable. Les coups de tonnerre se suivant sans interruption avec d'effrayants craquements semblaient bien plutôt produits par une gigantesque machine électrique que par un orage ordinaire. Les rapides scintillements étaient aveuglants et des rafales de fines grêles me fouettaient le visage. D'abord, je ne regardais guère que la route devant moi. Puis tout à coup, mon attention fut arrêtée par quelque chose qui descendait impétueusement à ma rencontre, la pente de Maybury Hill. Je crus voir le toit humide d'une maison, mais un éclair me permit de constater que la chose était douée d'un vif mouvement de rotation. Ce devait être une illusion d'optique. Tour à tour, d'effarantes ténèbres et d'éblouissantes clartés troublaient la vue. Puis la masse rougeâtre de l'orphelinat presque au sommet de la colline, les cimes vertes des pins et ce problématique objet apparurent, clairs, nets et brillants. Quel spectacle! Comment le décrire? Un monstrueux tripode, plus haut que plusieurs maisons, enjambait les jeunes sapins et les écrasait dans sa course. Un engin mobile de métal étincelant s'avançait à travers les bruyères. Des câbles d'acier articulés pendaient aux côtés. L'assourdissant tumulte de sa marche se mêlait au vacarme du tonnerre. Un éclair le dessina vivement, en équilibre sur un de ses appendices, les deux autres en l'air, disparaissant et réapparaissant presque instantanément, semblait-il avec l'éclair suivant, 100 mètres plus près. Figurez-vous un tabouret à 3 pieds tournant sur lui-même et d'un pied sur l'autre pour avancer par bonds violents. Ce fut l'impression que j'en eus à la lueur d'un éclair incessant. Mais au lieu d'un simple tabouret, imaginez un grand corps mécanique supporté par 3 pieds. Soudain, les sapins du petit bois qui se trouvaient juste devant moi s'écartèrent comme de fragiles roseaux sont séparés par un homme se frayant un chemin. Ils furent arrachés net et jetés à terre, et un deuxième tripode immense parut, se précipitant, semblait-il, à toute vitesse vers moi. Et le cheval galopait droit à sa rencontre. À la vue de ce second monstre, je perdis complètement la tête. Sans prendre le temps de m'y regarder, je tirai violemment sur la bouche du cheval pour le faire tourner à droite, et au même instant, le dog-cart versa par-dessus la bête. Les brancards se brisèrent avec fracas. Je fus lancé de côté et tombai lourdement dans un large fossé plein d'eau. Je m'en tirai bien vite et me blottis, les pieds trempant encore dans l'eau sous un bouquet d'ajoncs. Le cheval était immobile, le cou rompu. La pauvre bête. Et à chaque nouvel éclair, je voyais la masse noire du dog-cart renversée et la silhouette des roues tournant encore lentement. Presque aussitôt, le colossal mécanisme passa à grande enjambée près de moi, montant la colline vers Pyford. Vu de près, la chose était incomparablement étrange, car ce n'était pas simplement une machine insensée passant droit son chemin, c'était une machine cependant avec une allure mécanique et un fracas métallique avec de longs tentacules flexibles et luisants. L'un d'entre eux tenait un jeune sapin, se balançant bruyamment autour de ce corps étrange. Elle choisissait ses pas en avançant, et l'espèce de chapeau d'airain qui la surmontait se mouvait en tous sens avec l'inévitable suggestion d'une tête regardant tout autour d'elle. Derrière la masse principale se trouvait une énorme chose de métal blanchâtre, semblable à un gigantesque panier de pêcheurs, et je vis des bouffées de fumée s'échapper par des interstices de ses membres quand le monstre passa près de moi. En quelques pas, il était déjà loin. C'est tout ce que j'en vis alors, très vaguement, dans l'éblouissement des éclairs, pendant les intervalles consécutifs de lumière intense et d'épaisses ténèbres. Quand il passa près de moi, le monstre poussa une sorte de hurlement violent et assourdissant qui s'entendit par-dessus le tonnerre. Au même instant, il rejoignait déjà son compagnon, à un demi-mille de là. Il se penchait maintenant au-dessus de quelque chose dans un champ. Je ne doute pas que l'objet de leur attention n'ait été le troisième des 10 cylindres qu'ils nous avaient envoyés de leur planète. Pendant quelques minutes, je restais là dans les ténèbres et sous la pluie, épiant, aux lueurs intermittentes des éclairs, ces monstrueux êtres de métal, ce mouvement à distance par-dessus les haies. Une file grêle commença de tomber, et suivant qu'elle était plus ou moins épaisse, leur forme s'embrumait, ou redevenait claire. De temps en temps, les éclairs cessaient et l'obscurité les engloutissait. Je fus bientôt trempé par la grêle qui fondait et par l'eau bourbeuse.
Il se passa quelque temps avant que ma stupéfaction me permît, en gravissant le talus, de trouver un refuge plus sec et de songer au péril imminent. Non loin de moi, dans un petit champ de pommes de terre, se trouvait une cabane en bois. Je parvins à me relever, puis courbé en profitant du moindre abri, je l'atteignis en hâte. Je frappai à la porte, mais personne, s'il était quelqu'un à l'intérieur, ne m'entendit. Et au bout d'un instant, j'y renonçai. En suivant un fossé, je parvins, à demi rampant et sans être aperçu des monstrueuses machines, jusqu'au bois de sapin. À l'abri maintenant, je continuai ma route, trempé et grelottant jusqu'à ma maison. J'avançai entre les troncs, tâchant de retrouver le sentier. Il faisait très sombre dans le bois, car les éclairs devenaient de moins en moins fréquents, et la grêle par rafales tombait en colonnes épaisses à travers les interstices des branchages. Si je m'étais pleinement rendu compte de la signification de toutes les choses que j'avais vues, j'aurais dû immédiatement essayer de retrouver mon chemin par Byfleet vers Street Cobham et aller par ce détour rejoindre ma femme à Leatherhead. Mais cette nuit-là, l'étrangeté des choses qui survenaient et mon misérable état physique m'ahurissaient, car j'étais meurtri, accablé, trempé jusqu'aux os, assourdi et aveuglé par l'orage. J'avais la vague idée de rentrer chez moi et ce fut un mobile suffisant pour me déterminer. Je trébuchais au milieu des arbres, tombais dans un fossé, me cognais le genou contre un pieu et finalement barbotais dans le chemin qui descend de College Farm. Je dis barbotais car des flots d'eau coulaient, entraînant le sable en un torrent boueux. Là, dans les ténèbres, un homme vint se heurter contre moi et m'envoya chanceler en arrière. Il poussa un cri de terreur, fit un bond de côté et prit sa course à toutes jambes avant que j'eusse pu me faire reconnaître et lui adresser la parole. Si grande était la violence de l'orage à cet endroit que j'avais une peine infinie à remonter la colline. Je m'abritai enfin contre la palissade à gauche et m'y cramponnant, je pus avancer plus rapidement. Vers le haut, je trébuchai sur quelque chose de mou, et à la lueur d'un éclair, j'aperçus à mes pieds un tas de gros draps noirs et une paire de bottes. Avant que j'eusse pu distinguer plus clairement dans quelle position l'homme se trouvait, l'obscurité était revenue. Je demeurai immobile, attendant le prochain éclair. Quand il vint, je vis que c'était un homme assez corpulent, simplement, mais proprement mis. La tête était ramenée sous le corps et il gisait là, tout contre la palissade, comme s'il avait été violemment projeté contre elle. Surmontant la répugnance naturelle à quelqu'un qui jamais auparavant n'avait touché un cadavre, je me penchai et le tournai afin d'écouter si son cœur battait. Il était bien mort. Apparemment, les vertèbres du cou étaient rompues. Un troisième éclair survint, et je pus distinguer ses traits. Je sursautai. C'était l'hôtelier du chien tigré, auquel j'avais enlevé son moyen de fuir. Je l'enjambai doucement et continuai mon chemin. Je pris par le poste de police et College Farm pour gagner ma maison. Rien ne brûlait au flanc de la colline, quoiqu'il montât encore de la lande avec des reflets rouges, de tumultueuses volutes de fumée, incessamment rabattues par la grêle abondante. Aussi loin que la lueur des éclairs me permettait de voir, les maisons autour de moi étaient intactes. Près de College Farm, quelque chose de noir formait un tas au milieu du chemin. Au bas de la route, vers le pont de Maybury, il y avait des voix et des bruits de pas. Mais je n'eus pas le courage d'appeler, ni d'aller les rejoindre. J'entrai avec mon passe-partout, fermai la porte à double tour et au verrou derrière moi, chancelai au pied de l'escalier et m'assis sur les marches. Mon imagination était hantée par ces monstres de métal à l'allure si terriblement rapide et par le souvenir du cadavre écrasé contre la palissade. Je me blottis au pied de l'escalier, le dos contre le mur, et frissonnant violemment. Ce bruit, où est-ce que je l'ai entendu? Sur le bateau, en arrivant. Mais c'est pas possible. Si ça se trouve, ce n'est qu'un hasard, mais les coïncidences, ça n'existe pas. Ouais, nous verrons bien. En tout cas, cette pluie ne semble pas vouloir s'arrêter. C'est inquiétant. Et puis, il y a une drôle d'activité dehors. Je pense que j'en parlerai à l'aubergiste demain.